Les Français consomment chaque année près de 70 000 tonnes de thon en boîte. En salade, parce que c'est bon. En sandwich, parce que c'est pratique. Ou à la maison, pour un dîner rapide et pas cher. Aujourd'hui, près de 90% des ménages en achètent. Riche en vitamines, le thon est la source de protéines la moins chère du marché. Il a permis de démocratiser largement la consommation de poissons en France. Mais sait-on vraiment ce qui se cache dans cette petite boîte si familière? Savez-vous par exemple que plus de la moitié du thon que nous consommons est en fait de la bonite à ventre rayé? Un poisson très courant dans les mers chaudes. Parce qu'il est très abondant et qu'il se reproduit vite et tôt, on l'appelle un peu le poulet des mers. Le thon vient aujourd'hui de très loin avant d'atterrir dans nos assiettes. En Côte d'Ivoire, aux Seychelles, au Ghana ou en Thaïlande. Dans d'immenses usines, des milliers de petites mains s'activent jour et nuit pour que nous puissions acheter du poisson bon marché. En fonction de la gamme du produit, le nettoyage est plus ou moins approfondi. Pour alimenter ce marché mondial, près de 5 millions de tonnes de thon sont pêchées chaque année. Une pêche industrielle, accusée par certaines ONG de vider les océans. Il y a déjà des stocks pour lesquels il y a des gros problèmes, et en particulier l'albacore de l'Atlantique, qui est très présent sur le marché français. Les pêcheurs utilisent aujourd'hui des techniques tellement efficaces qu'eux-mêmes ont peur pour la ressource. On scie la branche sur lequel on est assis. Autre point noir, 15% du poisson dans nos assiettes proviendrait de filières illégales. Par ailleurs, le marketing nous laisse penser que nous achetons du thon produit de manière responsable. Ça, c'est un label créé de toutes pièces par une marque, c'est donc un label auto-décerné. En France, certains petits conserveurs résistent à la mondialisation et privilégient les ressources locales. Je trouve ça dommage qu'un produit, avant d'arriver là-dedans, ait fait 3 fois le tour de la planète. Comment s'y retrouver dans ce marché mondialisé? Toutes les espèces se valent-elles? Pouvons-nous encore manger du thon de manière responsable? Enquête de la mer à l'assiette. Des petites mousses, des champignons ou des tomates farcies, un crumble ou des nuggets. Le thon en boîte, ça ne fait pas rêver, et pourtant avec un peu d'imagination, on peut en faire des merveilles. Aujourd'hui, Caroline reçoit des amis pour un dîner à l'improviste. Pas le temps de faire des courses, mais la jeune femme a toujours en réserve cet ingrédient magique qui lui a sauvé bien des repas. J'ai toujours des boîtes de thon dans mon placard. Ça permet d'une part de dépanner, ça se périme pas, donc même si je l'utilise pas pendant 6 mois, le jour où j'en ai besoin, je sais que c'est là. Et puis en plus, on peut en faire vraiment des recettes pleines de gourmandises à partir d'une simple boîte de thon. Aujourd'hui, Caroline teste une nouvelle recette de crumble. Quelques poivrons, des tomates et du thon en boîte recouvert d'un mélange de farine, sésame et parmesan. On vient cacher le thon, ce sera la surprise pour les invités. De quoi régaler ses amis pour moins de 10 €. Et voilà, c'est terminé, rapide, facile, pas cher, il n'y a plus qu'à mettre au four. À 8 € le kilo en moyenne, le thon est aujourd'hui un des poissons les moins chers du marché. Le reste, voilà. En boîte, c'est le plus consommé. Délicieux. On l'achète sans se poser de questions. Quand j'achète une boîte de thon, je fais pas spécialement attention ni à la marque, ni à la provenance. Parce que je sais même pas si c'est écrit sur les boîtes d'ailleurs, la provenance, je suis pas sûre du tout. Peu de gens ont le temps ou le réflexe de lire les étiquettes lorsqu'ils font leurs achats. Nous avons donc commencé par acheter les boîtes disponibles dans la plupart des supermarchés français. Des produits de grandes marques, des premiers prix et des marques distributeurs. Thon au naturel ou à l'huile, à la tomate, fumée, au courbouillon ou en salade. Ça fait pas mal de boîtes. Sur les étiquettes, la liste des ingrédients est en général assez simple. Du thon, de l'eau ou de l'huile et du sel. C'est plutôt rassurant. On sait aussi plus ou moins comment est conditionné le poisson. Entier, en morceaux ou en miettes.
Qu'y a-t-il exactement dans les miettes? De la tête? Des nageoires? Ça, ce n'est pas précisé. Enfin, la plupart des boîtes indiquent l'espèce de thon utilisé. L'albacore surtout, mais aussi le thon blanc, obèse ou listao. Parfois, ce n'est pas vraiment très clair. Thon, Catuonus, Pelamis ou Thunus albacares ou Thunus à la longa. En général, moins le produit est cher, moins on a de précision. Sur certaines boîtes, il est juste écrit thon, oui, mais lequel? Comment choisir parmi toutes ces espèces? Ont-elles le même goût? Les plus chères sont-elles les meilleures? Nos questions nous mènent vers un haut lieu de la pêche au thon, dans le sud de la France, à Sète. Le thon en conserve ne provient jamais d'élevage. Il est pêché par ce type de bateau, mais pas ici. Les thoniers qu'on va trouver ici, c'est justement des thoniers qui vont pêcher le thon rouge en Méditerranée, et c'est justement l'espèce qu'on ne va pas trouver dans les boîtes de conserve. Les espèces qu'on va avoir dans les boîtes de conserve, ce sont des thons tropicaux qu'on va trouver donc loin de nos côtes, là où il y a des eaux chaudes. Laurent Dagorn est un scientifique spécialiste de ces espèces que l'on met en boîte. Depuis 20 ans, il étudie les stocks de thons tropicaux et leurs méthodes de pêche. Le thon tropical qu'on met en conserve, qu'on connaît le mieux en France, c'est le thon albacore ou encore le thon à nageoire jaune. C'est donc un thon qu'on va trouver dans toutes les mers tropicales, tous les océans tropicaux, qui peut atteindre jusqu'à 2 mètres. Donc c'est un gros thon, ça peut être vraiment un gros thon avec une chair plutôt rouge, qu'il ne faut pas confondre bien sûr avec le thon rouge. Et c'est un thon, voilà, comme presque tous les thons, c'est un thon migrateur qui va pouvoir traverser les océans. Le thon albacore n'est pas le seul pêché en zone tropicale. Il y a aussi le thon obèse ou patudo, un peu plus gros mais moins utilisé dans les conserves. Et surtout, une espèce quasi méconnue en France, la bonite à ventre rayé. Elle est beaucoup plus petite, en moyenne 40 à 50 cm. Une fois mise en boîte, cette cousine des thons change de nom et devient le thon listao. Parce qu'il est très abondant et qu'il se reproduit vite et tôt, on l'appelle un peu le poulet des mers. Il est peu connu parce que d'abord on ne le trouve pas près de nos côtes, ou très peu en tout cas, et donc il n'est pas connu, il n'est pas consommé en frais, c'est très rare qu'il puisse être consommé en frais, et puis il ne représente pas l'image classique qu'on a du thon qui est un gros animal. À elle seule, la bonite à ventre rayé représente plus de la moitié des 4,8 millions de tonnes de thon pêchés par an. Vient ensuite l'albacore, avec près d'1 million de captures. Puis le thon obèse, qui ne représente que 10% des pêches. Dernier du palmarès avec seulement 6% des captures, le thon blanc ou thon germon. C'est la seule espèce mise en boîte que l'on peut pêcher au large des côtes françaises. Alors c'est une chair moins rouge justement que les autres thons. C'est un poisson qui peut aller jusqu'à 1,20 m, 1,30 m, qu'on va trouver dans les eaux tempérées. Donc c'est pas un thon tropical, c'est un thon des eaux tempérées, c'est pour ça qu'on va le trouver près de nos côtes. Dans nos supermarchés, ces différentes espèces ne se valent pas. Le thon blanc affiche les prix les plus hauts, entre 20 et 25 € le kilo. L'albacore, lui, coûte en moyenne 15 € le kilo. Et lorsque l'espèce n'est pas précisée, il s'agit probablement de bonite, vendue autour de 7 € le kilo. Ces écarts sont-ils justifiés? La bonite, poisson premier prix, est-elle moins bonne que les autres? Dans une poissonnerie française, il est quasi impossible de la trouver sur les étals. Difficile donc de pouvoir comparer. Bonjour. Bonjour. Bertrand Simon est un chef cuisinier qui ne dédaigne aucune espèce. Ça vous arrive qu'on vous demande du thon blanc? Oui, bien sûr. Ça part bien. C'est un produit qui est très intéressant à manger et qui change un peu du thon rouge par rapport à sa couleur et sa texture malgré tout. Et même pour la cuisson, on arrive à avoir quelque chose de différent par rapport du thon rouge, même s'ils ont le même nom. Le thon blanc n'est disponible en France que pendant la saison de pêche, 3 ou 4 mois par an. Aujourd'hui, le poissonnier Julien Chartrain ne vend que du thon rouge à plus de 50 € le kilo. C'est le plus cher du marché, c'est pour cela que vous ne le trouverez jamais en conserve. Pour pouvoir les comparer, nous avons dû acheter les autres espèces de thon, mais sous vide et congelés. C'est sûr qu'à côté d'une belle tranche de thon rouge bien fraîche, ça fait moins envie. C'est des poissons qui ont des goûts et des textures différentes? Oui, complètement. Ils ont chacun leur particularité. Le thon rouge a sa propre texture, un peu moelleuse, goûteuse, alors que le thon blanc, lui, est un petit peu plus fin
et avec une saveur différente, beaucoup plus douce que le thon rouge. La bonite, elle, par contre, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus iodée en goût. Une chair un petit peu plus filandreuse qui se rapprocherait plus du maquereau. Le thon albacore, lui, il est beaucoup plus sec, beaucoup plus filandreux. C'est certainement, en termes de cuisson, le moins bon des trois. Pour les connaisseurs, le thon blanc en conserve serait le meilleur. Mais si vous préférez un poisson plus fort en goût, autant payer moins cher et prendre de la bonite. Pour Chef Simon, tout cela est finalement très subjectif. Au Japon, dans les pays asiatiques, la bonite, elle est très appréciée, alors qu'ici, elle n'est pas connue. Pas connue. Il ne faut pas oublier non plus, c'est du poisson, c'est de la protéine, c'est bon pour la santé, c'est aussi, c'est encore des produits sauvages, quoi. Fraîches ou en conserve, toutes ces espèces de thon sont riches en oméga 3 et en protéines. Seule réserve, le mercure. Le thon est un prédateur qui accumule cette substance nocive dans son organisme. Plus le poisson est gros, plus il en est chargé. L'albacore est donc potentiellement plus contaminé que la bonite. Selon nos analyses, quelle que soit l'espèce dans les conserves, le taux de mercure est loin des maximums tolérés par la législation. Mais par précaution, il est conseillé aux femmes enceintes de ne pas en manger plus de 2 fois par semaine. Le thon en boîte est donc plutôt un bon produit. Mais est-il bon pour la planète? Comment est-il pêché et où? Historiquement, les pêcheurs français ont toujours pêché du thon blanc sur la côte basque ou en Bretagne. Le port de Concarneau a ainsi pu abriter jusqu'à 200 thoniers à voile dans les années 40. Aujourd'hui, il n'en reste plus aucun. Qu'est-ce que c'est ça? Le Santa Maria, c'est un ancien navire de pêche qui a été reconverti pour des promenades en mer et des pêches avec des touristes. Voilà. Jean-Yves Labbé dirige la CFTO, la plus grosse compagnie de pêche thonière française. Cet armement n'opère plus en Bretagne, car la saison de pêche au thon blanc est trop limitée dans le temps. Pour pouvoir travailler toute l'année, ces navires se sont tournés vers les espèces tropicales dès les années 50. Contrairement au thon blanc qui se pêche dans des zones relativement proches des côtes, là en fait c'est une ressource qui est en plein milieu de l'océan et très éloignée et donc qui n'était pas accessible aux pêcheurs locaux. Les bateaux de Jean-Yves Labbé opèrent aujourd'hui très loin, au milieu de l'Atlantique Sud ou de l'océan Indien. Ces immenses thoniers partent 50 jours d'affilée en haute mer. Lorsqu'ils repèrent un banc de thon, ils déploient un immense filet appelé scène coulissante qui encercle le poisson sur plusieurs centaines de mètres. Très profonde, la scène permet de faire remonter les bancs de thon en se fermant comme une bourse. Une pêche qui n'a plus rien d'artisanal. Grâce à cette technique, les pêcheurs peuvent piéger jusqu'à 200 tonnes de poissons à la fois. À Concarneau, l'armement de Jean-Yves Labbé est invisible. Et pourtant, c'est un poids lourd du secteur avec près de 154 millions de chiffres d'affaires. La compagnie gère elle-même la commercialisation du thon. Tout se passe dans ce petit bureau. Oui. Et où Serge? Notre ami Bruce avait-il de bonnes nouvelles? Ah, excellent. Il y a toujours un petit peu d'intox. Ils ont essayé de faire croire que c'était resté sur 1750 $, mais là, apparemment, on a la preuve, grâce à C-Value, que c'est effectivement 1800 $. Serge Fuyot est un personnage clé du marché. Chaque année, il vend à lui seul près de 80 000 tonnes de poissons dans le monde entier. Nos marchés sont disséminés là où se trouvent les transformateurs. On a sur les lieux de débarquement, par exemple aux Seychelles ou à Abidjan ou au Ghana, de grosses usines qui transforment de l'albacore et du listao. Nos marchés traditionnels pour l'albacore, ce sont plutôt l'Espagne, la France et l'Italie. Et puis pour le listao, des marchés à l'extérieur qui peuvent être la Thaïlande, la Turquie, la Tunisie, un petit peu également en Équateur ou en Colombie. Serge ne se limite pas au marché français, il vend son thon au plus offrant. Il n'existe pas réellement de cours pour ce poisson. Oui, allô ?
Le prix est établi au jour le jour par une trentaine de personnes dans le monde, vendeurs et acheteurs. Ça va donner encore un coup d'accélérateur au prix. On s'en parle de tout à l'heure. Le marché tient à peu de choses. La rumeur d'une mauvaise pêche et les prix peuvent flamber. Voilà. Le rapport offre-demande se fait par des conversations informelles entre différents interlocuteurs du marché. C'est un très gros marché, mais qui se discute entre peu d'interlocuteurs. Le marché du thon en boîte est aujourd'hui totalement mondialisé. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder une fois de plus les étiquettes. Oui, c'est marqué, en tout petit. Petit Navire, la marque française leader du marché, fabriquée aux Seychelles. Et celle-ci, fabriquée au Ghana. Presque toutes les marques, y compris celles des distributeurs, viennent souvent de très loin. Équateur, île Maurice, Papouasie, Nouvelle-Guinée. Pour Sopiquet, c'est encore plus compliqué. Prenez ces 3 boîtes de filets de thon d'apparence assez similaire. On pourrait penser qu'elles sortent de la même usine, mais non. Celle au naturel est fabriquée en Côte d'Ivoire, celle au romarin et au persil en Thaïlande, pays du romarin, c'est bien connu, et celle à l'huile d'olive au Salvador. De quoi y perdre son latin. Patrice Guillotreau, économiste spécialiste des produits de la mer, nous a aidé à y voir un peu plus clair. Et les 2 principales marques françaises, hors marque de distributeurs commercialisés, sont donc Petit Navire, qui appartient à une firme thaïlandaise qui est spécialisée dans l'industrie de la conserve, qui s'appelle Thai Union. Et pour la marque Sopiquet, donc cette marque appartient là aussi à un grand groupe international qui est le groupe Bolton. Mondialement, c'est très concentré entre, j'allais dire, moins d'une dizaine de très grandes entreprises, quoi. Les 5 premières entreprises doivent totaliser plus de 50% du marché mondial. Vous pensiez peut-être que le Petit Navire était breton? Eh bien non, aujourd'hui, il est thaïlandais. Le problème avec les multinationales, c'est qu'elles n'ouvrent pas facilement leurs portes aux journalistes. Après 2 mois de négociations et de nombreux refus, nous avons finalement réussi à convaincre un des plus grands fabricants de thon en boîte de nous dévoiler ses secrets de fabrication. Il a fallu nous rendre de l'autre côté de l'hémisphère, dans un petit paradis perdu au milieu de l'océan Indien, les Seychelles. Cet archipel de 90 000 habitants est surtout connu des touristes pour ses immenses plages de sable fin et ses eaux turquoises. Une destination de rêve pour les lunes de miel. Beaucoup moins glamour, cette île abrite aussi une des plus grosses usines de thon en boîte du monde. 2300 employés, près de 40 000 mètres carrés de bâtiments aveugles, à quelques pas du port de pêche. Et une petite porte d'entrée, sous haute surveillance. Jusqu'à aujourd'hui, aucune équipe de télévision n'avait été admise à entrer ici. Tony Lazzara est le directeur des usines du groupe MW Brands, filiale européenne d'un des géants mondiaux de la conserve de poissons, Thai Union Frozen. Il fabrique entre autres la marque Petit Navire. Tout se passe bien? Oui, ça va, tout se passe bien. Ici, il produit 300 millions de boîtes par an. Et le compteur, ça roule? Ouais, ça roule, ça va, ça se passe bien. Ça nous donne en temps réel le nombre de boîtes qui sort de chaque ligne de production. En moyenne, c'est entre 1,5 et 1,8 million de boîtes par jour. Pour produire une telle quantité en continu, l'usine s'est installée à moins de 20 mètres du quai de débarquement. Le poisson a été congelé en mer. Il est livré directement des bateaux de pêche et transporté très vite pour respecter la chaîne du froid. Cela permet au fabricant de réduire ses coûts de transport, mais aussi d'assurer lui-même toute la chaîne de traçabilité. Chaque bateau qui arrive ici a un numéro unique qui l'identifie. Grâce à ce code, on pourra tracer le poisson pendant tout le processus de production. La traçabilité, c'est le défi majeur des fabricants. Sur le quai, albacores, bonites et thon obèses sont livrés en vrac. Les employés doivent procéder à un tri minutieux, car dans les boîtes, il est interdit de mélanger les espèces. Pas toujours facile quand le poisson a passé plusieurs jours dans la glace. Il faut être entraîné, mais une fois que vous avez commencé, c'est relativement facile. C'est sûr que c'est pas donné au commun des mortels. Les petits thons comme la bonite sont utilisés dans les recettes les plus économiques.
On leur coupe la tête et on les met directement à cuire avec la peau, les arêtes et les viscères. Après le nettoyage, ils seront cuits une deuxième fois pendant la stérilisation des conserves. C'est ce qu'on appelle le thon pré-cuit. C'est ce qui donne ce goût particulier au thon qui est apprécié dans beaucoup de pays. Plus que le thon au naturel qui est vraiment spécifique pour la France. La pré-cuisson donne au thon un goût particulier, mais elle est surtout destinée à faciliter le nettoyage. C'est le cœur de la production. Même dans une usine de cette taille, le processus est entièrement manuel. Ici, 22 heures sur 24, 1200 femmes se relaient pour extraire des poissons la moindre parcelle de chair consommable. Payées en moyenne 300 € par mois, nourries et logées par l'usine, elles viennent parfois de très loin, Kenya, Madagascar, Inde ou Thaïlande, pour réaliser ce travail de précision. Selon la qualité du produit, le nettoyage est plus ou moins approfondi. Ici, c'est une qualité moyenne, donc elle s'assure qu'il ne reste pas trop de défauts. Les femmes retirent la peau, les arêtes et les viscères. Ces restes seront utilisés pour faire de la farine à destination des animaux d'élevage. Restent alors deux parties consommables, les filets et les miettes, les petits morceaux de chair qui se sont détachés pendant le nettoyage. En bout de chaîne, elles sont systématiquement retriées pour assurer qu'elles ne cachent aucune arête. Le poisson est maintenant prêt à être mis en boîte. Les femmes placent la chair dans un tuyau. Si c'est du thon entier, elles utilisent principalement du filet. Si c'est du thon en morceaux, elles peuvent combler avec 30% de miettes. Et si c'est des miettes, eh bien, c'est que des miettes. Le poisson est ensuite tassé et mis en boîte par la machine, qui rajoutera en fonction de la gamme, de l'eau ou de l'huile, pour couvrir le thon. Là, vous voyez, c'est du thon entier. Il n'y a pas de miettes. C'est très propre. C'est un super produit. L'usine utilise le process de thon pré-cuit pour produire la majorité de ses boîtes. Mais il existe une recette spéciale pour le marché français, le thon au naturel. Tout va bien, bonjour. À l'autre bout de l'usine, Tony Lazzara nous conduit à la réception des poissons. Ici, plus question de bonite. On utilise toujours le thon albacore. Comme vous pouvez le voir, le poisson a une taille différente de celui utilisé pour le pré-cuit. Ici, on a du thon qui pèse entre 40 à 50 kg. Normalement, pour le thon naturel, on utilise toujours du thon de plus de 20 kg. Les gros albacores sont presque 2 fois plus chers que les petites bonites, qui sont beaucoup plus communes. C'est ce qui explique le prix plus élevé du thon au naturel. La taille du poisson permet une découpe et un nettoyage accru avant la mise en boîte. Pour les amateurs, cette technique permettrait de mieux préserver le goût du poisson. Pour Tony, c'est surtout une question culturelle. C'est comme ça que le thon a commencé à être mis en boîte en France. On a juste maintenu la tradition. Il y a des gens qui préfèrent le listao, et d'autres gens qui vont préférer le thon naturel comme les Français, et d'autres comme les Italiens et les Espagnols qui préfèrent l'albacore pré-cuit avec de l'huile d'olive. Ça dépend des traditions culinaires de chaque pays. Après la découpe, les filets et les fragments de chair, appelés ici pulpes, sont mélangés dans des grosses cuves. Comme pour le thon pré-cuit, l'ensemble est mis en boîte automatiquement. C'est là qu'on rajoute le jus. Vous voyez l'eau? On n'utilise jamais de conservateur ni d'additifs. C'est du thon, de l'eau et du sel. Rien de plus. Rien de plus naturel donc que le thon au naturel. La conservation du produit est assurée par la stérilisation des boîtes, une cuisson à plus de 100 degrés qui élimine tous les micro-organismes susceptibles d'altérer le produit. Ce thon sera consommable pendant au moins 5 ans. Tout semble donc parfait dans le meilleur des mondes. En France, la marque Petit Navire est leader de la conserve de poissons avec près de 30% des parts de marché. Pourtant, une menace plane sur cette affaire prospère. Paris,
près du siège du groupe M.W. Brands. En matériel, on a donc les photos, la banderole, le tract, on met nos gilets. Des militants de Greenpeace se préparent à entrer en action. On a tout sorti. Ça, c'est pour illustrer les prises accessoires. Ça aussi. L'ONG spécialisée dans la protection de l'environnement vient de lancer une campagne d'alerte sur la pêche au thon tropical. Dans son viseur, les leaders du marché français, saupiquets et petits navires. Petit navire. Ok, donc on va prendre l'autre. Aujourd'hui, ils souhaitent d'abord s'adresser aux salariés de ces entreprises. On s'est posé la question de savoir si les salariés qui travaillent pour une entreprise qui parle de développement durable, de pêche durable dans son discours commercial et marketing, si les salariés savaient ce qui se passait réellement derrière et s'ils savent que finalement les méthodes de pêche de petits navires, l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ne sont pas durables. Et surtout être dans du soft, dans du pas agressif, on ne retient pas les gens. On n'est pas du tout en mode... Voilà, on est en mode information. Les militants de Greenpeace sont habitués aux actions spectaculaires. Mais aujourd'hui, ils veulent susciter le dialogue. Bonjour madame. Il est 8 h du matin. Ils vont interpeller les salariés dès leur arrivée au bureau. Vous travaillez chez M.W. Brands, petit navire? C'est pas le cas. Hélène Bourges est responsable de la campagne pour Greenpeace France. Donc là, en fait, on vient de croiser la directrice générale du groupe M.W. Brands qui n'a pas souhaité répondre ni oui, ni non, ni rien. Mais donc, elle est au courant qu'on est là. Hélène veut faire pression sur les fabricants pour qu'ils privilégient des méthodes de pêche plus durables. Selon elle, il y a urgence. Les stocks de thon tropicaux seraient à la limite de la surexploitation. M.W. Brands par hasard? Non. Non. Bon. L'idée, c'est qu'on n'arrive pas à la situation du thon rouge. C'est d'empêcher ça. Ce qu'on a vu sur le thon rouge, c'est que malheureusement, on a dû atteindre un niveau très critique pour mettre en œuvre des réductions drastiques de l'effort de pêche, mais vraiment qui ont mis d'ailleurs les pêcheurs dans... Enfin voilà, ça a posé des problèmes économiques, etc. L'idée, c'est d'éviter cette situation, de prendre les mesures tant qu'il est encore temps de les prendre. Le problème, c'est que la pêche au thon tropical, ça se passe vraiment très loin des bureaux parisiens. Est-ce que vous savez comment le poisson est pêché par petit navire? Comment le thon est pêché? Oui, avec quel bateau? La technique de pêche, oui, je suis pas à la pointe, mais... Non. Et loin des yeux, selon Hélène, il se passe des choses pas très propres. Et le problème, c'est que le filet, il fait pas le tri. Donc, alors oui, il y aura des thons, mais il y aura des petits thons qui n'ont pas eu le temps de se produire, il y aura beaucoup de requins, il y aura des raies et il y aura des tortues. Donc des espèces menacées et des espèces, enfin le thon, qui n'a pas eu le temps de se reproduire. Donc on engendre des prises accessoires. Au niveau mondial, c'est 100 000 tonnes par an d'espèces non ciblées qui sont pêchées par cette technique-là. 100 000 tonnes, pour donner une idée, ça remplit 625 millions de boîtes de thon. C'est bon? Ok. Selon Greenpeace, une technique de pêche est particulièrement responsable de ce gâchis. Les DCP, dispositifs de concentration du poisson. Ce sont de simples objets flottants, des radeaux en bambou, mis à l'eau par les pêcheurs. En dérivant avec le courant, ils attirent de nombreux petits poissons et leurs prédateurs, les requins et les thons. Équipés de balises GPS et de sondes, les DCP sont d'une efficacité redoutable, car ils permettent aux thoniers sonneurs de savoir exactement où se trouve le poisson. Plus besoin d'aller à la chasse, la pêche au thon est devenue une cueillette. Le problème, c'est qu'un coup de filet sous un objet flottant est beaucoup moins sélectif qu'un autre lancé sur un banc de thon en pleine mer. En moyenne, les DCP occasionnent 5% de prises accessoires. C'est peu, mais sur le volume énorme pêché par les thoniers sonneurs, l'impact sur l'écosystème n'est pas négligeable. Nous sommes au port de Victoria, aux Seychelles. Jean-Marc Jourdain est le capitaine du Torre Giulia, un thonier sonneur français. Bordel. Aujourd'hui, il débarque sa dernière pêche, 730 tonnes de poissons. Ça va? À chaque débarquement, Jean-Marc doit rendre compte de ses activités en mer aux autorités séchelloises. Les feuilles ont disparu. Les thoniers sont extrêmement surveillés. Non, mais je vais t'en sortir d'autres. Comme ça, ça va être vite réglé. À chaque coup de pêche, le capitaine doit remplir un notebook électronique indiquant le lieu, l'espèce pêchée et le tonnage. Le but, éviter les fraudes
et évaluer la pression de pêche sur les stocks de thon et les prises accessoires. Donc il y a le nombre de coups de filet dessus, il y a le tonnage en IF, albacore, en listao, et rejet 4 tonnes, c'est du baliste, des dorades coryphènes, il y a plein de... On va leur donner ça. Les autorités doivent vérifier que la quantité de thon déclarée correspond bien à ce qui est débarqué. Au moindre écart, la compagnie est sanctionnée. Pas vrai, camarade? Là, on est à l'amende. Donc autant être réglo. Ça sert à rien d'aller essayer de tricher. Peut-être certains le font, mais nous... Pour Jean-Marc, la pêche à la Seine est l'une des plus contrôlées et des plus propres qui existent. Bah, nous, on est suivis. Hein. Or, pareil, ça où on est. Si la position ne donne pas pendant 1 heure, voire 2 heures, ils vont nous appeler au téléphone, ils vont demander qu'est-ce qui se passe, on n'a plus votre position. Tout ce qu'on voit, les petits bateaux, les boutres qui pêchent que au filet dérivant, ils font du massacre. C'est du massacre. Là, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien, il n'y a pas de logbook, il n'y a rien du tout. Alors ici, quand on vient nous incriminer, qu'on est en train de détruire ou qu'on pêche des requins et ainsi de suite, les requins, quand on les pêche, on les remet à l'eau aussi sec. Alors la Seine, c'est pas de la destruction. Une chose, cependant, n'est pas encore réglementée. L'utilisation des DCP, les dispositifs de concentration du poisson. Sur son écran, Jean-Marc peut suivre les coups de pêche de ses collègues sur la dernière campagne. En jaune, le thon pêché sur banc libre. En rouge, celui capturé grâce aux objets flottants. Il y a pas mal de rouge là. Est-ce qu'on peut s'en passer de la pêche sous DCP? Ah non. Il y a trop d'enjeux. Ah non. On ne peut pas s'en passer. Il faudrait limiter, quoi. Non, mais non, bien sûr, il y a un gros enjeu financier, donc limiter pour certains armateurs, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Il y a des bateaux, il faut les payer, il y a des gens, il faut les payer, il faut que la boîte tourne. Mais non, comment elle va tourner, on s'en fout. S'il faut mettre 1000 radeaux, 1000 bouées à l'eau, on les mettra, voilà. Et vous avez peur pour l'avenir? Plus en plus de bateaux, c'est sûr que la ressource va diminuer, tôt ou tard. Hein. Plus en plus de bateaux, plus en plus DCP à l'eau. Mais non, 10 tonnes, c'est 10 tonnes. Hein. Avant, des fois, on passait, bon, il y a 10 tonnes, non, on va peut-être essayer de trouver mieux ailleurs. Une épave à 40, 50 tonnes. Mais non, 10 tonnes, on tourne pour 10, on en pêche 8. Voilà, mais bon, c'est pas une journée nulle, mais bon, c'est pas des... Ouais, il faudrait mieux qu'il y ait moins de choses sur l'eau et puis qu'il y ait plus de poissons avec, quoi. Même les pêcheurs le reconnaissent. L'utilisation à outrance des DCP accentue la pression de pêche sur une ressource tonnière déjà pleinement exploitée. Aujourd'hui, on estime que près de 100 000 radeaux équipés de balises sont mis à l'eau chaque année. De leur côté, les scientifiques essayent d'évaluer plus précisément leur impact. Emmanuel Chassot travaille à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. À chaque débarquement, il se rend directement sur les bateaux pour enregistrer les captures. Alors là, on est typiquement sur une cuve pêchée sur épave, donc sur un banc qui était associé à un objet flottant, dérivant. Donc c'est quasiment que des petits poissons, des juvéniles de patudo et des juvéniles d'albacore, donc des poissons de moins de 70 cm, et des listao de 40 à 60 cm. Pas de problème pour le listao, qui à 40 cm a déjà sa taille adulte. Les stocks aujourd'hui ne sont pas menacés. En revanche, les scientifiques ont beaucoup plus de mal à mesurer l'impact de la capture des juvéniles d'albacore et de patudo. Depuis quelques années, les échantillonneurs constatent une diminution régulière de la taille de ces poissons, qu'il devient difficile d'identifier. Typiquement, les albacores et les patudos, surtout quand ils sont petits, sont très similaires. Donc là, on a un patudo qui est déjà assez gros. Donc il a une nageoire longue et son corps va être un peu plus bombé et son œil un peu plus gros que l'albacore qui est derrière. Sauf que quand les poissons ont passé 4 semaines, 5 semaines en saumure, ils sont très abîmés, les couleurs sont parties, les nageoires peuvent être arrachées. Donc là on a des poissons par exemple qui sont beaucoup plus petits, donc avec un patudo et un albacore. Ces poissons sont très difficiles à reconnaître. Ces captures de juvéniles n'inquiètent pas que les scientifiques. Certains armateurs préfèrent aujourd'hui appliquer le principe de précaution. En France, l'organisation qui fédère les pêcheurs de thon tropical, Orthongel, a décidé de réagir. Ses adhérents ne veulent pas voir leur gagne-pain disparaître. Ils se sont mis d'accord pour limiter la pêche sous objets flottants. Si on s'attaque aux juvéniles, aux petits poissons,
si vous voulez, on menace le niveau des stocks, on menace, je dirais, le développement de l'espèce. Or, là, on est en train de scier, si on fait ça, on scie la branche sur laquelle on est assis. Donc, c'est un sentiment non pas écologique qui nous motive, c'est de l'égoïsme en se disant, on a un job qui fonctionne, on souhaite qu'il dure le plus longtemps possible. Les pêcheurs français ont donc décidé collectivement de se limiter à 200 DCP par bateau et par an. Par comparaison, certains navires espagnols en utiliseraient parfois jusqu'à 1500. Le problème, c'est qu'aux Seychelles, par exemple, l'usine se fournit chez les deux flottes. Impossible pour le consommateur de privilégier le thon français. L'information n'est pas disponible sur les boîtes. Pour Hélène Bourges de Greenpeace, il faut être beaucoup plus radical et interdire les DCP. Pour convaincre les consommateurs, elle a trouvé un argument de poids. Les dispositifs de concentration des poissons, ça a aussi un impact sur ce qu'on retrouve dans les boîtes et sur la qualité d'une certaine façon, puisque ce qui est affiché sur la boîte, c'est pas ce qu'il y a dedans. On a fait des analyses sur les boîtes petits navires et on a trouvé dans certains cas, dans 10% des cas, un mélange d'espèces. Donc il y avait du thon albacore qui était mélangé à du thon obèse. Ça, c'est interdit par la réglementation et ça ne correspond pas à ce qu'on vous vend, puisque sur l'étiquette, il y avait écrit en l'occurrence thon obèse. Greenpeace a trouvé 2 boîtes litigieuses sur 20 analysées. Comment un mélange d'espèces peut-il être possible alors qu'à l'usine, Petit Navire nous avait assuré qu'il triait les thons dès leur arrivée sur les quais? Bien sûr, tout notre personnel a reçu une formation pour savoir reconnaître et trier le poisson. Durant toute la visite, Tony Lazzara nous avait montré à chaque stade de production le système permettant de tracer le poisson. Grâce au scannage de code barre automatique, la moindre petite miette doit normalement pouvoir être identifiée. On retrouve toujours l'espèce du thon. Ici, c'est du listao. Et on a aussi le code du bateau et la zone où il a été pêché pour identifier le poisson. 2 mois plus tard, à Paris, la publication des tests de Greenpeace a surpris les dirigeants de MW Brands. Bonjour. Nous avons demandé au directeur des usines de nous donner une explication sur le résultat de ces analyses. Je ne peux vraiment pas commenter parce que je ne sais pas quelle méthodologie a été utilisée pour ces tests. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne mélange jamais les espèces volontairement. On ne l'a jamais fait. Selon Greenpeace, c'est la pêche sous DCP, responsable de la capture de juvéniles, qui est à mettre en cause. Les jeunes poissons sont plus difficiles à trier, ce qui rend l'erreur possible en début de chaîne. Mais Tony Lazzara refuse de le reconnaître. Pour l'instant, pour Petit Navire, hors de question de se passer de cette méthode de pêche. Les dispositifs de concentration de poissons, c'est une technique qui nous aide beaucoup à maintenir le prix des conserves de thon à un niveau abordable pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, les DCP sont autorisés. On a des besoins pour du poisson pêché à la ligne et à la canne, et du poisson pêché à la seine avec et sans DCP. Tout cela ensemble. On s'assure de toujours suivre les avis scientifiques et ceux des organisations de gestion des pêches. Si un jour ils nous disent les DCP sont interdits, on les suivra. Greenpeace a établi un classement des marques françaises selon leur méthode de pêche. Petit Navire s'y retrouve à la 8e position. Seules 2 marques obtiennent la moyenne parce qu'elles utilisent en priorité la pêche à la canne ou qu'elles privilégient le thon listao, encore abondant. Pour l'instant, il est bien difficile pour le consommateur de faire un choix respectueux de l'environnement. Pourtant, dans les supermarchés, de nombreux logos nous laissent penser que certains produits sont meilleurs que d'autres. Baptiste Rabourdin, spécialiste des labels, nous a aidés à les décrypter. Le premier truc qui m'intéresse moi en premier lieu, c'est savoir où ça a été pêché. Et du coup, je suis obligé de regarder si c'est écrit, c'est pas toujours écrit. Produit en Bretagne, on voit ça, on se dit, voilà, du thon bien de chez nous, qui va être pêché par des pêcheurs bretons au large de Quimper, parce qu'il y a du thon en Atlantique quand même. Et en fait, il y a de fortes chances, il faudra vérifier, que ça soit pas du tout des thons de notre océan Atlantique. Donc c'est marqué, élaboré, c'est écrit en tout petit ici, élaboré en Bretagne à partir de thon pêché en océan Indien, Pacifique ou Atlantique.
D'autres logos peuvent attirer l'attention du consommateur responsable. Celui-ci, par exemple, qui apparaît sur pas mal de boîtes, notamment sur les premiers prix. Ça, c'est le logo Dolphin Safe. C'est un label américain. On reconnaît un dauphin. Donc, visuellement, ça parle à tous les défenseurs des animaux. C'est l'animal totem qui permet de se rassurer sur le produit qu'on va acheter. On utilise un raccourci visuel pour raconter une histoire, mais cette histoire ne correspond à aucune réalité sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun tonnier qui massacre des dauphins. Donc, mettre ça, on pourrait aussi mettre protège la couche d'ozone. En gros, c'est un label qui est obsolète depuis à peu près une vingtaine d'années, mais qu'il continue de mettre parce que le dauphin fait vendre. Aujourd'hui, seul le label MSC est reconnu de manière internationale. Il certifie pour l'instant uniquement du thon de l'océan Pacifique, pêché à la canne ou à la traîne. La majorité des fabricants utilisent des dispositifs de concentration de poissons, même Sopiquet, qui affiche pourtant ce logo rassurant. Baptiste l'a repéré tout de suite. Ça, c'est la grande famille des labels autodécernés, c'est-à-dire qu'on crée soi-même son propre label. Alors, c'est pas un label au sens juridique, c'est juste un petit pictogramme, mais qui peut prêter à confusion pour des consommateurs qui se disent tiens, il y a une démarche externe, un certificateur tiers. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, c'est un label créé par la propre marque. Pour savoir ce que signifie ce logo, il faut se rendre sur la page internet de la marque. Sopiquet y affiche effectivement un certain nombre d'engagements rassurants. Elle offre aussi aux consommateurs la possibilité de savoir exactement où a été pêché son thon et comment. Il suffit d'entrer le code de la conserve et 2 jours plus tard, la réponse arrive dans votre boîte mail. Nous avons fait le test avec cette boîte prise au hasard. Le résultat est surprenant. Notre thon a été pêché dans le Pacifique par un navire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Après quelques recherches, nous découvrons que ce pays vient de recevoir un avertissement de l'Union européenne pour des pratiques de pêche illégale. Que pense Sopiquet de cet avertissement? Nous ne le saurons jamais. Le fabricant a refusé toutes nos demandes d'interview. La transparence, c'est bien, mais dans une certaine limite. La pêche illégale, c'est l'autre dossier noir de l'industrie du thon. On estime aujourd'hui que 15% du poisson commercialisé dans le monde est pêché de manière frauduleuse. Certains navires peuvent par exemple opérer sans licence ou dans des zones interdites et participer ainsi au phénomène de surpêche. Les pays producteurs ne sont pas toujours capables d'assurer un contrôle sur ces fraudes. En Europe, nous importons 60% du poisson que nous consommons. La Commission a donc décidé de faire le ménage et d'imposer des règles pour que nous puissions manger du thon plus propre. L'Union européenne est le premier marché de poissons au monde, donc on a une certaine responsabilité de lutter contre la pêche illégale, mais on a aussi un pouvoir de changer les choses, comme on est un marché important. Donc ce qu'on a fait, c'est de dire à 3 pays déjà où on a trouvé vraiment de l'évidence de pêche illégale qu'on ne importe plus leurs produits de poisson. Donc c'est vraiment un blocage d'importation. On a aussi dit à 10 pays qu'on a des grands soucis et qu'on leur donne encore un peu plus de temps pour changer les choses. On coopère très très étroitement avec ces gouvernements pour les aider aussi à changer. Mais voilà, c'est les instruments très concrets qu'on a au niveau européen. Aujourd'hui, l'Europe a interdit toute importation de poissons en provenance du Cambodge, de la Guinée ou du Belize. D'autres pays ont reçu un carton jaune et doivent faire leurs preuves rapidement. Parmi eux, des États qui travaillent avec les marques françaises, comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou le Ghana, ou petit navire à une usine. Il y avait beaucoup de cas où des entreprises européennes, internationales qui agissaient dans ces pays, dans ces marchés, ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient en fait impliqués dans des activités illégales parce que le poisson qu'elles achetaient avait un certificat de capture. Mais c'est maintenant que l'Union européenne est en contact avec ces gouvernements pour leur dire il faut faire quelque chose, qu'on a beaucoup d'entreprises aussi qui nous contactent, qui nous disent qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, qu'ils se rendent compte aussi de leur responsabilité. Mais c'est bien sûr aussi important pour leur image envers le consommateur que ces entreprises ne sont pas impliquées dans ces activités illégales sans le savoir parfois. Longtemps opaque, l'industrie du thon doit aujourd'hui plus que jamais faire preuve de transparence. Sans quoi, nous risquons nous aussi d'acheter du thon illégal sans le savoir et participer ainsi à la surexploitation de l'espèce. Pour être tout à fait sûr de ces achats aujourd'hui, la seule solution est de miser sur le local. Nous sommes dans le sud-ouest de la France, à Cibourg, près de Saint-Jean-de-Luz. Il est 6 h du matin. Jean-Hilaire de Baillancourt vient choisir son poisson à la criée.
pas de catalogue, c'est normal. On est en train de débarquer. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a le temps. Jean Hilaire s'est installé ici il y a 10 ans pour ouvrir une petite conserverie artisanale. Thon, maquereaux ou sardines, il ne propose que des produits locaux destinés aux épiceries fines ou aux poissonneries. Aujourd'hui, c'est le thon blanc qui l'intéresse. Alors ce que je regarde, c'est la couleur des ouïes, l'œil, et si le ventre est ferme. Et ça, c'est important. C'est, on va dire, les 3 critères qu'on peut apprécier pour choisir le poisson. Nous sommes en pleine saison du thon blanc. Celui-ci vient d'être pêché par un chalutier sans DCP au large de la Bretagne. Il est frais, mais pas toujours en très bon état. Bah, celui-là, il ne m'intéresse pas parce qu'il est éclaté. Les ouïes sont pas top. Et puis ça, c'est moche, quoi. Et ça, dans la conserve, c'est pas utilisable ? Chez moi, non. Voilà. Mais aujourd'hui, Jean Hilaire va devoir se battre pour obtenir ses lots. Dans la salle des ventes, il est en concurrence avec des marailleurs qui achètent pour des conserveries espagnoles. À la criée, on achète le poisson aux enchères. Les lots s'affichent sur des écrans et les prix montent dès que les acheteurs appuient sur leur bouton. Le cours du poisson peut ainsi varier de 40% du jour au lendemain. Jean Hilaire est tendu, il ne peut pas toujours suivre. Le conserveur réussit finalement à décrocher 2 lots de thon Germont. 900 kilos pour 2000 €. Oui, enfin j'aurais aimé en acheter plus, mais pour aujourd'hui c'est bien. Jean Hilaire est un ovni à Saint-Jean-de-Luz. Originaire de Picardie, cet ancien ingénieur agricole a décidé de créer une conserverie ici, alors que le secteur était sinistré. Sopiquet y avait fermé sa dernière usine en 1998. À l'époque, les pêcheurs n'avaient plus de débouchés pour leurs poissons. Certains l'ont aidé à s'installer en lui avançant de la marchandise. Je le sortais au fur et à mesure, je te le facturais au fur et à mesure que tu le transformais. Donc effectivement, il y avait une avance de ce type-là. Oui. Je crois me souvenir que c'était 3 tonnes de poissons. Et pourtant, au départ, Jean Hilaire n'y connaissait rien. Il a fallu convaincre. Je pense qu'ils m'ont pris pour un taré au début. Comme un marginal, oui. Ah oui, c'est clair. J'étais très sceptique quand c'était présenté, pour la simple et bonne raison qu'il arrivait dans un secteur qui était au bout du rouleau. Il y avait des milliers d'emplois à Saint-Jean-de-Luz qui avaient disparu, au profit de l'Afrique dans un premier temps, puis de l'Asie dans un deuxième temps, parce que la main-d'œuvre était 10 ou 15 fois moins chère. Et lui disait, là où il y avait de l'emploi, moi j'arrive et je vais y arriver. Et il était plein d'énergie, plein de volonté, il savait vendre ses projets, donc on l'a su. 10 ans plus tard, Jean Hilaire achète près de 50 tonnes de poissons par an sur le marché local. Il s'est installé à 300 mètres du port et s'apprête à embaucher son 6e salarié. Ouais, ils sont bien. Cela n'empêche pas le patron de mettre la main à la pâte. Le thon acheté ce matin doit être découpé très vite. Ah bah dans une PME, oui, forcément. Bon déjà, avant j'étais tout seul, donc la question ne se posait pas. Et puis, c'est cette diversité de tâches qui rend le métier intéressant. Voilà. Côté humain et pas machine, quoi. Je sais que si Jean Hilaire n'avait pas été là, on demandait à Romain de venir. Le commercial, il arrivait de suite pour nous aider. Il venait à 6 h du matin. C'est super. Chaud devant. Dans cette petite entreprise, tout se fait encore à la main. Après la cuisson des filets, Jean et ses employés vont encore passer des heures à mettre le poisson en conserve. On va faire combien? 113, c'est trop? 100, ouais. 113, c'est trop, mais bon, tant pis. Une recette à la fois. Aujourd'hui, c'est thon à l'huile d'olive. C'est que du filet. Alors, des miettes, on va en créer au moment de remplir. Mais c'est la longe qu'on a vue tout à l'heure, qu'on a coupée, salée et tranchée. Un beau produit qui mérite d'être vu, d'où le choix des verrines. On est assez fiers de montrer ce qu'on fait. Si on utilisait de la boîte et si on cachait le produit, je pense qu'on s'embêterait même pas à pré-cuire le poisson. L'intérêt de la pré-cuisson, c'est d'avoir un produit fini qui soit joli visuellement et puis qui va absorber plus facilement l'huile parce qu'il a perdu de l'eau pendant la cuisson. En plus, le verre, ça se recycle et les produits de Jean Hilaire sont très appréciés dans les magasins bio.
Aujourd'hui, ces produits sont vendus dans près de 500 points de vente en France, dont les épiceries fines, comme le Bon Marché. On sert même ces sardines dans les grands restaurants. Qui aurait dit que le thon en boîte pouvait devenir tendance? Marie-Claire a une poissonnerie à Biarritz. Vous allez bien, hein? Oui, très bien. Et vous aussi? Oui. Bon, Il vous faut quelque chose? Voilà, je vais faire une petite commande. Dites-moi. Alors, sardines citron, sardines olive. Ses clients lui en redemandent, pour le goût bien sûr, mais aussi parce qu'ils savent d'où vient le produit. Les petites verrines. La traçabilité qu'il y a sur les bocaux. Il y a le nom du bateau, il y a... Voilà. Et ça plaît aux gens, parce qu'ils peuvent très bien acheter des sardines en boîte dans les grandes surfaces sans venir chez nous. Et seulement, non, ils reconnaissent que le goût est différent, que c'est un très bon article, et surtout artisanal. Donc les gens, on y revient, il leur faut une confiance dans le produit qu'ils achètent. Je pourrais très bien acheter mon poisson, je sais pas où, en Argentine, au Chili, je sais pas s'ils ont du thon, mais... Voilà, parce que c'est moins cher, mais ça serait un non-sens. Je suis à 300 mètres de la criée. Je trouve ça dommage qu'un produit, avant d'arriver là-dedans, ait fait 3 fois le tour de la planète. Parce que, hélas, il y a quelques exemples. Voilà. Donc à un moment, il faut se dire, faut être cohérent. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas s'offrir du thon de Saint-Jean-de-Luz. Alors, dans les supermarchés, ouvrez l'œil et déchiffrez les étiquettes. Tant qu'il n'y a pas de réglementation sur les DCP, privilégiez le thon pêché à la canne ou à la ligne. Ensuite, à vous de choisir. Si vous aimez le thon listao, la fameuse bonite, n'hésitez pas. C'est la seule espèce dont les stocks sont encore abondants et c'est la moins chère du marché. L'albacore, le thon obèse et le thon blanc sont, eux, à la limite de la surexploitation. Le thon, quelle que soit l'espèce, c'est encore bon, mais avec modération. Ça marche plus.